Vous savez, les plus grandes révolutions, souvent, elles ne partent pas d'un grand plan bien ficelé. Non, parfois, ça commence tout simplement par un non. C'est l'histoire d'une bande d'artistes, des rebelles, qui, en disant non au système, ont fini par créer, presque sans le vouloir, un mouvement qui a changé l'art pour toujours. Et pour bien comprendre leur état d'esprit, écoutez ça. C'est du jeune Claude Monet. J'ai toujours été indisciplinée. Le collège me faisait même l'effet d'une prison. Voilà, tout est dit. Indiscipliné, prison. C'est ça le point de départ de toute notre histoire. Ce besoin viscéral de s'échapper, de briser les règles. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut qu'on se transporte un peu dans le temps. Imaginez, on est à Paris, au milieu du 19e siècle. Et là, attention, le monde de l'art, ce n'est pas du tout le joyeux bazar qu'on peut connaître aujourd'hui. Non, non. C'est un système ultra verrouillé, contrôlé par une seule et unique institution. C'est elle qui décide de tout, ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, bref, ce qui est du bon art. Et ce contraste, il est flagrant. Regardez bien. D'un côté, on a l'art officiel, l'art du salon. C'est quoi? Des scènes historiques, mythologiques. Tout est grandiose, un peu pompeux. La technique, elle doit être parfaite, invisible. On ne doit surtout pas voir le coup de pinceau. Et de votre côté, fiou, c'est une explosion. C'est la vie de tous les jours, la vie moderne, des paysages, des scènes de café. Les couleurs sont vives, éclatantes. Et les coups de pinceau, eh bien, on les voit, ils sont rapides, pleins d'énergie. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Et c'est ça le nœud du problème. Le salon, ce n'est pas juste une expo parmi d'autres, c'est la seule voie vers le succès. Il n'y a pas de plan B. Pour un artiste de l'époque, soit on est accepté au salon, et là c'est la gloire, la carrière qui décolle, soit on est rejeté. Et là, c'est l'oubli, le vide. C'est simple, leur destin était entre les mains d'un jury ultra conservateur, un vrai Goliath. Mais forcément, face à un système aussi rigide, aussi étouffant, la rébellion commence à gronder. Un petit groupe de jeunes artistes se forme. Ce qui les unit, eh bien, c'est cette frustration commune. Ils en ont marre qu'on leur dicte comment peindre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simple. Peindre le monde tel qu'ils le voient, avec leurs propres yeux, et pas comme l'Académie voudrait qu'il soit. Et souvent, dans ces histoires, il y a un déclic. Une rencontre qui change tout. Pour Monet, ce déclic, ça a été un homme, Eugène Boudin. C'est Boudin qui va lui dire « Claude, sors de ton atelier, va peindre dehors, en plein air ». Et pour Monet, c'est une révélation. Il dira lui-même que ça lui a ouvert les yeux. C'est comme si d'un coup, il voyait le monde différemment. Et c'est là que tout commence vraiment. Concrètement, ça veut dire quoi, cette nouvelle façon de peindre? Eh bien, leur méthode est révolutionnaire, mais elle tient en quelques points clés. D'abord, on sort de l'atelier. Fini de peindre dans un environnement contrôlé. Deuxièmement, on peint en plein air, directement sur le motif. Troisièmement, et c'est crucial, le sujet, ce n'est plus l'objet lui-même, mais la lumière qui tombe dessus. Et enfin, le but ultime, ne pas copier la réalité, mais capturer l'impression du moment. C'est une rupture, mais totale, avec des siècles de peinture académique. Alors, qui sont ces rebelles? Eh bien, le noyau dur se rencontre dans l'atelier d'un certain Charles Gleyre. On y trouve bien sûr Claude Monet, un peu le leader naturel. Il y a aussi Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, et puis il y a une figure centrale, Frédéric Bazille. Bazille, il vient d'une famille aisée et il est incroyablement généreux. C'est lui qui va devenir le mécène, l'ami, celui qui prête son atelier, qui soutient financièrement les autres. C'est un peu le ciment du groupe. Évidemment, cette nouvelle façon de voir les choses, ça ne passe pas du tout auprès de l'establishment. Ils se prennent un mur, littéralement. Pendant quasiment 10 ans, c'est la même histoire. Ils proposent leur toile au salon et refus, systématiquement. Et plus leurs œuvres deviennent audacieuses, plus les refus sont violents. Le conflit est inévitable. Regardons un peu la chronologie, on voit bien que la tension monte crescendo. 1863, scandale énorme avec le déjeuner sur l'herbe de Manet. 1865, son Olympia se fait démolir par la critique. C'est d'une violence. 1867, c'est l'hécatombe. Presque tout le groupe est refusé. Et c'est là que l'idée d'une expo à eux commence à faire son chemin. Et puis, 1870, Monet et Renoir sont encore rejetés. C'est la goutte d'eau. On sent que ça va exploser. Ce salon des refusés de 1863, c'est vraiment un moment charnière. Le jury du salon officiel se lâche complètement et refuse plus de la moitié des œuvres. Ça crée un tel scandale que Napoléon III en personne intervient. Il dit en gros « Ok, on va faire une autre expo juste à côté, avec toutes les toiles refusées ». Et là, pour la première fois, le public peut voir de ses propres yeux cet art scandaleux. Et au milieu de tout ça, Édouard Manet devient, un peu malgré lui, la figure de proue de toute cette avant-garde. Et pour bien mesurer la violence du choc, il faut lire ce que les critiques disaient à l'époque. C'est hallucinant. Avec Olympia, Manet ne peint pas une déesse mythologique, non.
Il peint une femme de son temps, une courtisane, qui nous regarde droit dans les yeux, sans aucune honte. Il ne fait pas qu'enfreindre les règles de l'art, il fait exploser un tabou social. Le public est outré. Mais, et c'est là que c'est intéressant, toute cette hostilité et tous ces refus, au lieu de les détruire, ça va les rendre plus forts. Ça les soude. Un véritable esprit de corps secret. Et cette idée un peu folle d'une expo indépendante, qui était juste un rêve au début, eh bien, ça devient leur seule porte de sortie. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Leur quartier général, si on peut dire, c'est le quartier des Batignolles, à Paris. Ils se retrouvent dans les cafés, notamment le café Gerbois, autour de la figure de Manet. Et là, ça discute, ça débat, ça refait le monde, et surtout, ça refait la peinture. Des gens comme Degas, Monet, Cézanne, c'est là que les fondations de leur révolution se mettent en place. Une effervescence incroyable. Mais alors que tout semble s'accélérer, c'est le drame. Un événement extérieur vient tout stopper net. 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Et là, le groupe explose. Monet et Pissarro filent à Londres pour se mettre à l'abri. D'autres, comme Basile, font un choix différent et s'engagent dans l'armée. Et au cœur de cette guerre, c'est une tragédie qui les frappe de plein fouet. Frédéric Basile, l'ami, le soutien, celui qui était peut-être le plus enthousiaste à l'idée de cette expo, est tué au combat. Il n'a que 28 ans. C'est une perte absolument terrible pour le groupe. Son rêve, maintenant, ce sont ses amis qui vont devoir le porter. Mais même au milieu de cette noirceur, il y a une lueur d'espoir. Pendant leur exil à Londres, Monet et Pissarro vont faire une rencontre qui va tout changer. Ils tombent sur un marchand d'art visionnaire, Paul Durand-Ruel. Et lui, il comprend tout de suite. Il voit leur génie. C'est le premier à vraiment croire en eux, le premier à acheter leur toile. Sans son soutien, l'histoire aurait été bien différente. La guerre se termine, le groupe se retrouve à Paris. Ils sont meurtris par la perte de Basile, mais ils sont aussi plus déterminés que jamais. Fini de parler, il est temps d'agir. Ils vont prendre leur destin en main, et le 15 avril 1874, leur grand projet devient enfin une réalité. Il faut imaginer la scène, une trentaine d'artistes, dont Berthe Morisot, une femme, ce qui pour l'époque est déjà une petite révolution. Ils se cotisent, ils louent l'ancien atelier d'un photographe très en vue, Nadar, sur le boulevard des Capucines. Leur but est simple mais radical, contourner le salon et s'adresser directement au public, sans intermédiaire. Et parmi toutes les œuvres exposées, il y a une petite toile de Monet. Une vue du port du Havre, dans la brume du matin. Au moment de faire le catalogue, on lui demande un titre. Il hésite et finit par dire « Mettez impression, soleil levant ». C'est un titre qui sonne bien, sans prétention. Il est à milieu de se douter que ces quelques mots vont entrer dans l'histoire de l'art. Évidemment, la critique ne les rate pas. Un journaliste, Louis Leroy, lit le titre de Monet, « Impression ». Et là, il tient son angle. Il écrit un article qui se veut assassin, pour se moquer d'eux. Il les appelle « l'exposition des impressionnistes ». Pour lui, leurs toiles ne sont pas finies, c'est juste une impression. Il va jusqu'à dire que le papier peint est plus abouti que le tableau de Monet. Le but, c'est de les ridiculiser. Et c'est là que le génie opère. C'est un retournement de situation incroyable. Au lieu de se vexer, ils font exactement le contraire. Ils prennent l'insulte et ils se l'approprient. Impressionnistes, vous nous appelez comme ça pour vous moquer? Eh bien d'accord, c'est ce que nous sommes. Et ils en font leur nom, leur drapeau. La critique, pensée pour les détruire, vient de leur donner leur identité. Alors soyons clairs, d'un point de vue financier, l'expo est un flop. Mais l'important n'est pas là. La vraie victoire, elle est symbolique. C'est une victoire pour la liberté de créer. Ils viennent de prouver à tout le monde qu'on peut exister en dehors du système officiel. C'est une brèche immense qui vient de s'ouvrir et tout l'art moderne va s'y engouffrer. Et ce n'était que le début, il y aura 7 autres expositions après celle-là. Et toute cette histoire nous laisse avec une pensée assez vertigineuse, non? Imaginez, et si la pire critique qu'on puisse recevoir devenait finalement son plus bel héritage? Une insulte, une moquerie lancée pour l'écouler est devenue le nom d'un des courants artistiques les plus populaires de tous les temps. C'est un rappel assez puissant que, parfois, le regard des autres, eh bien, il ne définit pas qui on est.